également dans l'Helix Museum, puisque vous savez que Spatial, dans sa dernière version, donc du début avril, la version 3, a permis à ses utilisateurs en fait d'importer des environnements personnalisés, et que assez rapidement, en fait, je me suis saisi de cette possibilité pour fabriquer un musée virtuel pour raconter l'histoire de ce personnage virtuel qui est Elix, dont je vais vous parler, et puis en fait simplement d'illustrer un sujet dont on a déjà parlé ici, hein, du rapport entre l'art et le virtuel et les musées virtuels. Donc voilà un musée virtuel là, que je vous montre rapidement. Je suis en train de manipuler la caméra à distance. Hop. Et bienvenue, hein, vous voyez qu'on a un beau ciel bleu, un grand soleil. Et tout de suite... Alors, peut-être préciser, Yacine, si tu me permets, que je t'en prie. on est quand même en train de réaliser une première mondiale, c'est-à-dire une émission en réalité virtuelle, en live, dans un vrai musée virtuel. À ma connaissance, ça n'a jamais été fait. On va pas prendre de risque et dire que c'est peut-être une première francophone. Alors, francophone, à coup sûr, probablement. En tout cas, c'est clair que... Contredit, on peut s'offrir la première mondiale et dans ce incroyable travail que tu as fait de modélisation de ce musée et de tout ce que tu vas nous faire découvrir maintenant qui est absolument remarquable. Merci. En fait, alors c'est peut-être une première. Il faudra chercher. Et si c'est le cas, tant mieux. En tout cas, c'est vraiment l'idée que la forme et le fond vont se croiser, puisque l'histoire d'Helix, c'est vraiment justement l'histoire d'un personnage virtuel devenu ambassadeur virtuel pour les Nations Unies. En ce qui me concerne, c'est 25 ans de carrière artistique dans le domaine du rapport entre le réel et le virtuel. Et Helix va fêter cette année les 10 ans. Donc, ce qu'on va faire ce soir... Je te coupe, Yacine, excuse-moi. Olivier, tu es sorti du cadre de ton image. Je ne sais pas où tu es perdu, mais tu n'es pas devant ta caméra. Ah oui, d'accord, ok. Vous avez vu que vous avez mon écran qui arrive dans la session, donc vous avez le chat on le voit. Et tout. Voilà. Okay. Alors pour le chat, en revanche, on a l'image qui est coupée, donc on voit le début. Voilà, on a perdu. Salut Seb. Donc on a le début des phrases, mais il faudra, s'il y a des questions, que tu nous les fasses passer. Lui. Voilà. Alors, donc bienvenue, re-bienvenue dans l'Helix Museum. Alors je précise aussi avant qu'on commence la visite que le lien est ouvert. Hein. Le musée va être ouvert au mois de juin définitivement, mais on fait une petite preview là depuis une semaine. Donc Louis va vous passer le lien dans le chat et vous pouvez nous rejoindre. On vous entendra pas parce que le son passe par un autre canal, mais vous pouvez, si vous le souhaitez, venir visiter et venir nous accompagner dans cette visite. C'est très simple. Si vous avez un Oculus Quest ou un HoloLens, ou même sur votre téléphone, vous aurez l'avatar se crée en 5 minutes et vous pourrez visiter avec nous l'Helix Museum. Ou sur PC. Sur PC, voilà. En attendant la version 4 qui ne devrait pas tarder et la possibilité très prochainement de pouvoir se promener aussi avec le navigateur, ce qui va être assez géant. Donc nous voilà dans l'entrée de l'Helix Museum. Alors le truc c'est que pourquoi un musée, c'est que un musée on en a dans le réel. On en a dans la réalité et du coup on sait comment ça fonctionne. On n'a pas besoin d'apprendre à s'en servir. Il n'y a pas d'interface. On a une entrée, des œuvres, des cartels et ça fonctionne du premier coup d'œil. Donc d'ailleurs vous voyez, on remercie les amis de France Immersive Learning dans notre panneau de départ, mais également à tous nos partenaires de l'UNESCO, de l'UNRIC, du Cube, d'AFXR, de la PCI, entre autres, et de Spatial, qui est vraiment une super équipe très dynamique. Au-delà d'aimer beaucoup leur logiciel, c'est aussi des gens charmants. Alors, Helix, c'est ce petit personnage, hein, on en a déjà parlé, qui a donné également son nom à la fondation dans laquelle je travaille, pour laquelle j'occupe
certain nombre de fonctions. C'est un personnage qu'on voit ici là dans un carnet en train de jouer avec Marcel Duchamp, puisque c'est un peu une mise en abîme du ready-made de Marcel Duchamp qui va augmenter du champagne. C'est un peu au départ une sorte de réalité augmentée low-tech. C'est-à-dire comment est-ce que simplement avec du papier, on va pouvoir faire émerger dans le réel un personnage virtuel qui va raconter des histoires, qui va jouer avec la réalité. Donc c'est un petit peu comme ça que c'est né, et on voit à côté, c'est un peu quelques images emblématiques, Helix en train de courir sur la planète Terre, cette fois-ci en volume, puisque encore une fois le principe c'est que il change de média, mais son rapport au réel est le même, hein, ce truc de jouer avec la réalité. Helix, c'est un personnage que j'ai créé il y a 10 ans. Mais avant de créer Helix, j'avais fait un certain nombre de choses. C'est ce que je raconte dans cette première partie des origines. D'abord, là, vous me voyez en train de dessiner pendant une assemblée générale des clubs UNESCO dans les années 90, avec déjà mon goût en fait pour ce travail et c'est les institutions internationales, mais c'était vraiment une étape, puisque ensuite moi j'ai fait les Arts Déco de Paris avec dans la première section multimédia de l'époque, hein, dans les années 90 2000, et pendant cette période j'avais également créé un personnage qui a illustré un magazine qui s'appelait XL, que peut-être certains d'entre vous ont connu. Dans le premier numéro, avait été distribué un peu, enfin dans toute la France, c'était le groupe L'Équipe, et j'avais créé ce personnage qui est un peu un cousin ou un grand frère d'Helix, une espèce d'ado éternel qui s'appelait XL aussi, IXEL, et qui passait son temps à faire des blagues et très facétieux, beaucoup plus facétieux qu'Helix. Et on voit sur ce dessin aussi là-haut toujours cet amour de l'autre, de l'inclusion. Alors ensuite, j'ai fait les Arts Déco, je vous le passe très très rapidement. Comment est-ce que tu t'es retrouvé dès le début des années 90 à l'UNESCO ? En fait, comme illustrateur, une rencontre avec les clubs UNESCO, j'avais dessiné dans un certain nombre de contextes des dessins en live, et puis j'avais été contacté pour. En fait, c'était à l'époque on dessinait sur des calques transparents qu'on passait sur des rétroprojecteurs, et c'est extrêmement stimulant intellectuellement de rebondir en direct sur ce qui se passe pendant une assemblée générale. Et je faisais ça, enfin j'étais tout gamin, j'avais 20 ans quand je commençais à faire ça. Alors, ce que je vais vous montrer maintenant, c'est dans la fin des années 90, en l'occurrence 1998. Peut-être certains d'entre vous ont connu Virtools, qui est un peu l'ancêtre de Unity, mais qui est un ancêtre français avant que Virtools ne soit racheté par Dassault Systèmes. Et en fait, c'était une plateforme qui permettait de faire des contenus, des jeux en 3D temps réel. Et j'avais créé ce personnage, un bâton, qui, en fait, pour raconter, pour faire des espèces de prototypes, de prototypage, des samples pour montrer comment fonctionnait l'interaction en 3D temps réel. Donc là, on est en 1998, pour vous dire que j'ai toujours été là-dedans, et toujours cette envie de dessiner des personnages très symboliques qui soient compris par tout le monde. Après, dans le panneau suivant, là, ça va nous emmener sur plus de 10 ans de ma vie. C'est en 2000 Electronic Shadow, donc que j'ai créé avec Nazia Mestaoui. En 2000, une architecte. Notre idée, justement, le principe était de croiser le réel, le virtuel, mais en croisant l'espace et l'image. Et c'est comme ça qu'en 2003, on a breveté ce qui s'appelle le mapping vidéo. Vous voyez ici dans cette installation, d'ailleurs, on retrouve le personnage bâton qui monte sur un mapping en fait d'une petite scène de jeu vidéo, mais on a fait également des dizaines d'installations, de projets d'impression 3D, des spectacles. Et ça nous a emmené pendant plus de 10 ans de notre vie, avec les thématiques comme la réalité hybride dont on parle déjà depuis 2000, la notion d'ombre électronique elle-même, la question du 25e fuseau horaire, la fiction comme réalité future. Bref, on pose déjà l'ensemble des thématiques
à partir de 2000, si vous tapez dans YouTube Electronic Shadow, vous allez voir un certain nombre de ces choses qu'on faisait à ce moment-là, qui étaient voilà. Quand tu parles de mapping vidéo, c'est bien la même technologie qui est aujourd'hui utilisée sur tous les grands monuments pour faire des spectacles nocturnes avec des choses complètement incroyables. C'est déjà l'amorce de ces technologies? C'est exactement ça. Si tu vas à l'INPI et que tu cherches le brevet original, tu verras mon nom et celui de mes acolytes dans cette aventure. Et effectivement, on a fait le premier mapping vidéo en 2002-2003 qu'on avait exposé, d'ailleurs qui nous a valu un prix au Japon, le Grand Prix du Japan Media Art Festival, mais aussi le prix Laval Virtuel en 2004 et en 2005 avec une autre installation. Mais donc oui, j'ai passé une grande partie de ma vie dans les technologies immersives côté mapping et interaction 3D temps réel. C'est ce qui va donner, en fait, en 2011, une espèce de craquage, c'est-à-dire qu'en 2011, ce qu'on annonçait arrive, c'est-à-dire cette notion d'ombre électronique, se dire que chacun d'entre nous allait développer un double numérique, commence à arriver avec les réseaux sociaux, puisqu'on a Facebook qui arrive à partir de 2009, c'est la fin de MySpace, etc. Et c'est le moment où je me dis, puisque chacun d'entre nous peut développer une ombre électronique, pourquoi est-ce qu'un dessin, un simple dessin, ne pourrait pas lui-même devenir une personnalité virtuelle? Et en fait, le personnage que je passe ma vie à dessiner depuis 10 ans, j'essaye d'en faire une version vraiment à quintessence de simplicité, le minimum de traits pour avoir le maximum d'expression, et de plonger ce personnage filaire dans la réalité à travers la photo, et dans le même temps, de lui créer tous les comptes imaginables que peut avoir un être humain. Donc un compte Facebook, un compte Instagram, un compte Twitter, qui sont à son nom. Et le principe et l'idée est lancée de se dire, Elix est un personnage virtuel qui vit dans le réel, et avec ce parcours que j'ai de rapport entre le réel et le virtuel, de jouer à une espèce de réalité augmentée très low-tech, très poétique, très marrante aussi, parce que j'avoue que c'est un moment où j'avais aussi besoin de respirer. Et d'une certaine manière, je suis un peu comme après avoir passé 15 ans de ma vie dans des salles noires avec des ordinateurs, de se dire, c'est comme les impressionnistes, quand on a inventé le tube de peinture, ils sont sortis de l'atelier, ils sont allés peindre sur le motif. Moi, c'est pareil avec Elix, je suis allé faire de la création digitale sur le motif, et le motif, c'est la ville, c'est le hasard, c'est la réalité, et donc vont suivre, je vais faire un petit tour comme ça de ces images. Là, ce qu'on voit en haut, là, c'est Elix, qui adore les arbres. Elix est dessiné sur du papier, qui est déjà un dérivé de l'arbre. Elix qui fait une sieste là sur un arbre de la place des Vosges. Ce dessin, cette photo plutôt, c'est la première photo d'Elix en situation, où en fait je me rends compte que le carnet, c'est une interface comme une autre. Et en fait, quand on regarde l'image, la photo finale, on a vraiment l'impression, on a cette idée que il est en train de se prélasser sur l'arbre ou en dessous là. Quand il joue à Superman avec un vrai trait d'avion, je vois l'avion qui passe, je dessine en vitesse, je place le carnet, je prends la photo. 5 minutes après, c'est publié, et voilà, c'est comme ça que naît Elix. Et en fait, ce qui se passe, c'est que c'est le début des réseaux sociaux, et les gens commencent à me parler d'Elix, mais comme s'il existait. C'est un truc de dingue. C'est-à-dire que moi, au début, c'est un projet, un peu un side project comme ça que je fais pour m'amuser, pour me faire du bien. Mais en fait, ça prend une ampleur complètement dingue. C'est-à-dire que les gens me demandent qu'est-ce qu'il fait Elix aujourd'hui, où est-ce qu'il est, qu'est-ce qu'il a mangé. Enfin, il commence à prendre vie indépendamment de moi. Et d'ailleurs, c'est comme ça que je lui donne un nom, parce que pour moi, au début, c'est comme ça, une sorte de jeu. Et puis, à force qu'on me demande, mais comment il s'appelle, je réfléchis à un nom. Et là, quand je réfléchis au nom, je me souviens qu'il y a 20 ans, j'ai dessiné un personnage qui s'appelait XL, et l'XL inverse, qu'avec Electronic Shadow, j'ai travaillé pendant 10 ans sur la notion d'ADN virtuel, collectif, et que Helix, en anglais, H-E-L-X, c'est l'hélice ADN, et c'est comme ça que je l'appelle Helix, avec un Y, et YX étant les deux chromosomes, sur le principe que ce personnage peut parler à tout le monde, qu'il est en chacun de nous.
que chacun d'entre nous a dessiné un jour dans sa vie, et que voilà, on réagit au dessin de manière très empathique, très personnelle. C'est ce truc qui se passe. Et c'est comme ça que Helix vient au monde, dans le dialogue que j'ai avec le premier public d'Helix, qui est un public sur les réseaux sociaux. Donc après, il se passe low-tech de la réalité, qui en fait est plein de poésie et d'humour, avec un petit carnet et un crayon. Moi, je suis épaté du résultat, effectivement, quand tu regardes là Helix qui ouvre une bouteille de champagne sur la tête. Voilà, c'est juste magnifique de poésie et de simplicité, quoi. Ben, merci beaucoup. Ben, en fait, moi, déjà, vraiment, j'ai pris un grand plaisir, un grand kiff à faire ça. Et aussi dans le rapport à la ville, c'est un peu, tu vois, comme les situationnistes, c'est-à-dire tu te balades dans la ville, t'as un protocole, c'est-à-dire tu dis, ben je sais pas ce qui va se passer, je sais quelle est ma technique, et on va voir ce qui va arriver. Et ce qui va arriver, ça peut être effectivement l'inspiration du moment. Pour faire cette image, ben il faut que les fontaines fonctionnent. Hein. Des fois, les fontaines sont éteintes. Je vois la fontaine, j'ai l'idée, je fais le truc, je le poste. Et il y a une espèce de rapport comme ça, la sérendipité, au hasard, de ces promenades, qui est vraiment plaisant, et sur lequel ça correspond un peu à un truc du moment, puisque ça fonctionne très très bien, que j'ai des super bons retours. C'est un peu le premier influenceur virtuel. Je reçois chez moi des lettres au nom d'Helix, je suis invité partout, je fais des collaborations avec plein de médias, de couverture, de choses comme ça. Il y a un truc qui se passe qui est assez dingue, parce qu'effectivement, il y a un côté très tech dans le début des réseaux sociaux, et Helix a un côté, un pied de nez à la tech, où il fait ces jeux de mots. Là, on voit qu'il tire la prise de la Bastille. Mais ce qui est très intéressant aussi par rapport à ton parcours à toi, c'est vrai que quand on voit le début de ton boulot, où tu as dû passer, puisqu'on l'a tous plus ou moins fait, des heures et des heures et des heures dans des petites salles sombres devant des écrans, où tu as continué ce parcours dans le digital avec, par contre, en low-tech, effectivement, avec juste un smartphone donc un carnet, un crayon, et je me promène dans la ville, et au gré de l'inspiration, de la rencontre, de l'idée, finalement, tu as fait fusionner quelque chose que tu faisais depuis des années de façon extrêmement plus sophistiquée, avec beaucoup plus de temps, beaucoup plus d'énergie que tu devais donner, et les résultats, effectivement, est limpide et extrêmement rafraîchissant à regarder. Ouais, merci beaucoup. Mais en fait, c'est vraiment, pour moi, c'est ce que tu as dit, c'est très très important, parce que je sais pas si j'aurais fait ce travail-là si j'avais pas passé tout ce temps justement derrière des machines. Et c'est un peu ma crise de la quarantaine. Enfin, j'avais pas encore 40 ans, hein, quand j'ai commencé Helix. Mais ce truc de se dire, et pour moi, et c'est pas forcément évident, parce que les gens qui découvrent Helix et qui me connaissent à travers Helix connaissent pas forcément mon parcours précédent. Et pour moi, c'est vraiment un travail digital, en tout cas de culture digitale. Ouais, parce que effectivement, c'est la culture digitale de se dire qu'avant, on avait des machines très sophistiquées, mais qui nous obligeaient à être à côté d'une prise électrique, et que ensuite ça s'est dématérialisé. La puissance de calcul est partie dans le cloud, et en fait, avec un simple smartphone, on était aussi dans le digital, et c'est comme ça qu'on s'est superposé au réel. Et d'une certaine manière, c'est aussi ce qu'on fait aujourd'hui avec la XR. C'est une superposition d'une couche digitale à la couche de réalité. Et l'X, pour moi, j'ai vraiment imaginé comme un personnage de fiction qui peut passer de l'un à l'autre très librement. En plus, je crois que je vous ai déjà raconté cette histoire, mais tous les gens qui ont fait de la techno ont déjà subi des mises au rebut de technologie, c'est-à-dire ont investi énormément de temps dans des technologies ou des logiciels qui ont été rendus obsolètes sans qu'on leur demande leur avis. C'est ce qui m'est arrivé aussi, et c'est très désagréable. Et au moins avec Helix, je me disais, là vous pouvez plus me refaire le coup, c'est un dessin, et quoi qu'il arrive, la technologie peut évoluer, lui va s'adapter. Aujourd'hui, j'en fais en VR, en XR, etc. Et c'est toujours Helix. Et le fait que Helix ait 10 ans cette année, ça serait peut-être pas possible si j'avais commencé, par exemple, en Flash, ou si j'avais dû m'adapter, exactement, courir en permanence. Alors que là, en fait, ce qu'on suit, c'est
une histoire, c'est un personnage. C'est pas une techno et c'est pas voilà, un savoir-faire lié à une technologie. Alors, donc je vais vous raconter cette histoire de Helix qui rencontre du succès. C'est cette partie que j'ai appelée pompeusement, mais j'assume, Helix Superstar, parce que c'est vrai qu'il m'est arrivé un truc complètement dingue. C'est que vous voyez cette photo où Helix protège la tour Eiffel de la pluie. Cette photo, elle a été publiée par Instagram, sur le compte Instagram d'Instagram. Et en fait, il y a eu un truc devant mon compte, c'est emballé, c'est enflammé. Vous voyez là sur le côté les stats, ça c'est les stats du compte Instagram, et cette photo a été en tête le contenu le plus liké pendant 6 mois. On a cumulé, attendez, j'ai disparu. On a cumulé 1 200 000 likes, et à l'époque c'était beaucoup parce qu'il y avait que 66 millions. C'était beaucoup, ouais. D'abonnés sur la plateforme. Et là, ça a été un truc de dingue, ça a été un truc mondial qui a provoqué aussi pas mal de choses dont on va parler, et des choses étaient déjà engagées. Et surtout, c'était une époque des réseaux sociaux un peu différente parce que les algorithmes n'étaient pas aussi tordus, on va dire, qu'ils le sont devenus par rapport à l'intérêt que peuvent avoir certains contenus. Et donc, il s'est passé plein de choses, plein de rencontres. Bon, j'ai sorti mon premier bouquin. Ça, c'est une exposition qu'il y a eu chez Colette. En haut, on voit une grande projection qu'il y a eu sur cet écran à Séoul, qui est le plus grand écran du monde, qui fait 1000 mètres carrés. J'ai collaboré avec Lanvin, et on a la photo du très regretté Albert Elbaz qui nous a quittés la semaine dernière, et vraiment je précise que son portrait était dans le musée avant que ce drame n'arrive. Mais aussi voilà, Golshifteh Farahani qui m'a dessiné un Helix, Audrey Dana qui est devenue une amie dont j'ai fait également le générique de son film si j'étais un homme, et donc voilà, il y a énormément de choses qui se passent, et Helix devient vraiment une petite star, hein, à son échelle, hein, tout est relatif. Mais ce principe de dire on a une personnalité virtuelle commence à se préciser. Alors, il y a plein d'articles, plein de choses qui se passent sur lui. Ça se passe en 2015. Vous voyez au fond un spectacle, et la deuxième collaboration que j'ai faite avec Caroline Carlson, après un spectacle qu'on avait déjà mené avec Electronic Shadow en 2006, là qui s'appelle Seeds, qui sont tous les deux visibles d'ailleurs sur le site Helix. Si vous allez dans le kiosque de la Fondation Helix, vous pouvez voir le spectacle Seeds. Et franchement, je vous encourage à regarder. C'est une petite merveille avec les danseurs de Caroline Carlson et Helix. Et là, dans ce couloir, on voit comment petit à petit Helix commence à s'affranchir de son carnet. Comment est-ce qu'il commence à rentrer directement dans le réel, dans la photographie. C'est une évolution avant la dernière évolution de la XR. Vous voyez là dans cette image, Helix qui se prélasse au soleil, on voit son ombre qui se poursuit. Et en fait, voilà, Helix, c'est un peu l'histoire de Pinocchio digital. C'est-à-dire, c'est un petit pantin de bois qui veut devenir un petit garçon et qui suit comme ça ces différentes étapes. On a un petit corner là sur Paris parce que Helix, comme moi, c'est d'abord un Parisien, c'est un citoyen du monde, mais c'est d'abord un Parisien. Et puis d'ailleurs des collaborations avec la ville, notamment les Berges de Seine et la ville qui m'avait demandé également de faire les vœux de la ville en. Oui. Excuse-moi, dans le chat on nous demande si tu peux préciser qui est Lanvin. Lanvin, c'est une célèbre marque de luxe, de mode, et donc Albert Elbaz était le designer de cette grande maison de vêtements, qui est vraiment un fleuron du patrimoine français. Et donc, si vous cherchez Lanvin, vous verrez, c'est une héritier d'une Jeanne Lanvin il y a très très longtemps, mais c'est une maison qui existe toujours. Et donc la personne de la maison Lanvin dont tu parlais, c'est Albert Elbaz. Albert Elbaz, ok, merci. Voilà, exactement. Mais donc, pour justement amener cette évolution où Helix sort du carnet et rentre dans les photographies,
tu as changé de technique. Là, c'est un travail d'infographie que tu fais ensuite pour l'amener dans les photos. Je vais vous raconter l'histoire. L'histoire, elle est liée à cette photo des vœux, meilleurs vœux pour 2016, où je travaillais encore au carnet. Et en fait, ce qui s'est passé, il y a eu les attentats fin 2015 qui ont fait que la photo que j'avais prévue initialement avec le carnet de Helix qui faisait le fou en haut de la Tour Eiffel, c'était plus trop le délire du moment. Et en fait, du coup, j'ai complètement changé mon fusil d'épaule et je suis allé faire une photo. D'ailleurs, on ne voit pas Helix, tu vois, j'avais l'opportunité de faire une affiche où Helix était dans tout Paris et finalement, il nous tourne le dos pour faire un grand signe d'amour à cette tour Eiffel. Et pour faire cette photo, je suis monté en haut de la tour Saint-Jacques, qui n'était pas encore accessible au public. Et en fait, en haut de la tour Saint-Jacques, dans la nuit complète, avec un petit carnet et même un très bon appareil photo, autant te dire que c'est une photo impossible à prendre. Et que, en fait, j'en ai fait un certain nombre d'exemplaires. Et en backup, je me suis dit bon, écoute, c'est pas grave, tant pis, je casse mon protocole. L'enjeu est plus gros que ça. On va dessiner Helix directement dans la photo. Donc, c'est comme ça qu'est né le premier Helix dans la photo, où effectivement c'est de l'infographie. Et ensuite sont arrivés les iPad Pro aussi en 2016. Procreate, que connaissent bien tous les dessinateurs et artistes digitaux, qui fait que je suis passé dans une deuxième phase de création d'Helix intégré directement dans la photo, même si je continuais à faire encore un petit peu du carnet. Mais qui en même temps te donne une liberté de création décuplée quand même. C'est plus exactement le même travail, mais effectivement, ça permet d'être beaucoup plus. Il y a moins ce côté truc astuce qu'il y avait dans la première période, mais il y a plus de liberté dans la mise en scène, dans le décor, dans la lumière, moi, je suis quand même quelqu'un de l'image, donc il y a effectivement de plus grandes possibilités d'intervention dans le réel, et du coup cette réalité augmentée entre guillemets qui commence à devenir un petit peu plus réaliste. Et là, je vais tourner la caméra et vous raconter un truc incroyable, toujours de cette histoire de personnalité virtuelle. Le principe d'Helix, c'est que il parle pas, tout le monde le comprend. Et vous avez vu en 93, je dessinais pour l'UNESCO. Moi, c'est un truc qui m'a toujours beaucoup touché, cette notion très internationale et très inclusive, et j'avais un rêve, c'était de pouvoir travailler avec ces organisations, et j'avais préparé tout un dossier pour faire en sorte que peut-être Helix puisse collaborer avec des organisations comme l'UNESCO, l'UNICEF. Et ce qui se passe, qui est assez magique, c'est que je suis contacté par les Nations Unies, qui sont dans les mêmes problématiques, qui font leur communication digitale comme elles peuvent, et le bureau de Bruxelles qui découvre Helix, et notamment je vais saluer Afsaneh Bassir, qui est la directrice du bureau de Bruxelles à l'époque, qui tombe littéralement amoureuse d'Helix, qui comprend vraiment à la fois tout le potentiel et tout ce qu'on peut faire entre Helix et les Nations Unies, en disant en fait on a une problématique, on a 6 langues officielles, on a 140 États, on a des sujets qui sont quand même assez difficiles. Est-ce qu'on pourrait pas essayer de faire un bout de chemin ensemble? C'est ce qu'on commence à faire à partir de 2014, ce qui fonctionne très très bien sur Twitter, sur Instagram. Ensuite, en 2015, c'est le 70e anniversaire des Nations Unies. Je fais le tour du monde. Enfin, Helix fait le tour du monde sans prendre l'avion, uniquement avec les dessins que j'envoie dans les différents bureaux à travers le monde, où Helix est reçu à la fin un peu comme une star. C'est absolument génial. Il y a un site qui existe qui s'appelle helix70days.org, où on peut voir les différentes étapes. Et au départ de ce voyage, en fait, à San Francisco, où ont été créées les Nations Unies, on a Helix dans les mains de Ban Ki-moon, qui lance ce voyage, et Helix, au terme de ce voyage, va être désigné premier ambassadeur digital en anglais et virtuel en français, premier ambassadeur virtuel des Nations Unies. Alors, évidemment, par rapport à l'histoire que je vous ai racontée avant, pour moi, c'est un truc complètement dingue, c'est de dire, on l'a fait,
un personnage virtuel qui part dans la réalité et qui devient ambassadeur des Nations Unies, avec son côté justement complètement universel, qui peut s'adresser à tout le monde, qui peut se faire approprier par n'importe qui, indépendamment de son genre, de sa culture, de sa langue, etc. Et c'est une collaboration qui n'a pas cessé, en fait. Vous voyez en haut, là, c'est des enfants à Gaza qui tiennent Elix pour une photo. Elix, il n'a pas besoin de visa, il n'a pas besoin, c'est vraiment un apporteur de paix, c'est un petit prince, le petit prince qui a eu aussi un statut d'ambassadeur pour les Nations Unies. Je crois que c'est vraiment les deux cas qui existent. Et puis évidemment, ce courrier qui m'a beaucoup touché de Ban Ki-moon avant qu'il prennent congé des Nations Unies, et voilà, c'est une relation. En fait, ce qui se passe, c'est que quand on commence à s'engager sur ces sujets, on met le petit doigt et puis on a tout le bras qui passe, et c'est comme ça qu'en 2018, avec Adeline Pilon, j'ai créé la fondation Elix, qui œuvre sur les objectifs de développement durable, aussi bien auprès du grand public, des décideurs, que des entreprises par le biais de notre société. Là, vous voyez différentes photos, et j'en ai plein, il y a d'autres personnalités, de Paul Watson, Michael Bloomberg, la COP 21, où Elix était extrêmement présent, j'étais l'artiste invité, donc j'ai produit le calendrier qui a été distribué à l'ensemble des négociateurs pendant la COP. L'UNESCO qui est aussi un de nos partenaires, et toutes les opérations de la fondation qui consistent à expliquer le plus simplement possible la dimension systémique de ces objectifs de développement durable, ces fameux ODD, qui sont au nombre de 17, et dont l'illustration qu'on voit ici a été commandée par les Nations Unies et l'équipe des Global Goals au moment de leur sortie. Donc j'avoue, je vous le raconte un peu comme ça, il y a vraiment un fil conducteur de son succès qui l'amène à l'ONU, qui du coup fait que l'engagement sur les ODD, ce truc grossit, et en même temps, je vais peut-être arrêter de parler parce que j'ai l'impression que c'est non, c'est passionnant. Ah non, c'est passionnant. C'est passionnant, Yacine, vraiment. Merci beaucoup, merci. Et en fait, du coup, ce moment, ce contexte, ce contexte particulier en 2020 du confinement, où en fait on a du temps. On a des casques VR, bon, j'en ai un depuis qui sont ressortis chez Vive, et je fais des petits trucs comme ça, je bidouille. Mais en fait, c'est le moment de se dire, mais ce qu'on dit depuis 20 ans, que on peut avoir une économie qui soit basée plus principalement sur l'immatériel. On a un Elix qui est un ambassadeur digital, un ambassadeur virtuel. Ça serait assez logique de le replonger dans le virtuel. On y est, il y a plein de signes qui nous montrent que c'est le moment de la VR, de la XR. C'est à ce moment-là, d'ailleurs, aussi que je fais la connaissance de vous deux, que je me reconnecte à tout cet univers que j'avais un peu laissé en jachère depuis 10 ans, et je commence à replonger Elix dans participer du retour d'Elix dans le virtuel. C'est une histoire qui se poursuit en fait. Ouais, c'est absolument ça. C'est-à-dire que d'abord je commence, il y a eu la période carnet, la période tablette, et je commence à dessiner vraiment en réalité virtuelle, donc avec les outils qui sont à disposition. Et là, le Elix que vous voyez qui se repose. Donc c'est pour ça que je vous montre celui-là, parce que ça renvoie au Elix dans le carnet qui se reposait sur un arbre. Mais là, il se repose sur le scan 3D d'un arbre dessiné aussi directement en réalité virtuelle. Et Elix, dans sa vocation première, en fait, retrouve il a cette légitimité d'être vraiment ce petit personnage virtuel. D'ailleurs, on va avancer un petit peu, et j'ai joué avec le carnet en réalité augmentée, puisque Elix, qui dans sa réalité augmentée low-tech dans son carnet, retrouve son carnet, mais cette fois en réalité augmentée un petit peu plus high-tech, et il se met surtout à prendre vie.
Donc là, en fait, on va voir, je vais vous montrer la vidéo à côté, mais il y a un truc assez magique qui se passe, et c'est pour ça que je vous parle même si je suis pas fan de l'histoire de Pinocchio, c'est un peu ce volet digital. Mais Elix qui commence non seulement à s'affranchir du carnet, de la tablette, mais qui commence à vraiment jouer, s'amuser dans le réel, à danser, à se promener, à être un vrai personnage. Où je me dis, ben oui, c'est son histoire. Elix, il a vocation à exister indépendamment de moi dans les interfaces qu'utiliseront les gens, que ce soit leur téléphone ou bien des lunettes ou des dispositifs où ces personnages de fiction vont commencer à peupler la réalité. Et si ces personnages portent les valeurs bienveillantes que peut avoir Elix et les valeurs onusiennes, ça ne sera que mieux. Et en même temps, il y a ce principe de se dire que si on peut commencer à créer de la valeur, des échanges, sans créer de matière, sans créer de déchets, et en étant comme on est ici dans un musée qui n'a nécessité pas une cuillère de ciment, pas un seul affichage, pas un seul, et pourtant la sensation que vous en avez en vous promenant, on a vraiment l'impression d'être dans un vrai espace. La visite que je vous fais, c'est une visite dont vous garderez un souvenir bien réel. Il peut y avoir des choses intéressantes, et c'est quelque chose qui va pouvoir croiser aussi les objectifs de développement durable dont je parlais précédemment et dont on reparlera très certainement, parce que ça devient vraiment une marotte de se dire que puisqu'on souhaite passer à une économie circulaire, à une économie sans déchets, utilisons la XR pour ce qu'elle est, racontons des histoires, créons de la valeur, créons de la richesse, créons des échanges, évitons des voyages qui peuvent être évités, évitons la construction d'objets qui peuvent être évités, et Elix est un exemple de ça. Et aussi un ambassadeur de ça. Donc c'est un petit peu la boucle qui est bouclée, et on arrive en fait au terme de cette. Alors très rapidement, mais de toute façon, si les gens se baladent, ils verront aussi d'autres choses. Et puis c'est une visite, une sélection assez drastique, hein, parce qu'il y a des milliers d'images et des heures de vidéos, plein de choses qui existent. Là, on voit Elix, pareil, qui se cache derrière un arbre et qui fait écho à cet Elix dans le carnet, qui joue aussi avec une feuille. Et dans le musée, on va retrouver la sculpture de cet Elix. Donc, les gens vont pouvoir tourner autour, et on va se retrouver sur la terrasse ici de l'Elix Museum, où on a Lucie, d'ailleurs, une de nos collaboratrices en scan 3D là, qui est assise. Un petit résumé de ce Elix R de 1998 jusqu'à 2021. Vous savez, en janvier, je vous en avais parlé, on a fait la première exposition en réalité virtuelle sur les grilles de l'Assemblée nationale, et qui était aussi la première exposition depuis 10 ans sur les grilles de l'Assemblée nationale, où à la fois on a parlé des objectifs de développement durable, mais les gens pouvaient aussi avoir une expérience en AR. Cette expo est en tournée actuellement sur les territoires. Et puis l'histoire est pas terminée. L'histoire elle se poursuit. On est en plein dedans en fait. Le musée et cette réalisation est un des jalons et qui va nous permettre de raconter cette histoire des 10 ans qui sont passés et des 10 ans qui sont devant nous, où on va avoir envie, on va tout faire pour déjà que ce monde, cette émergence de la XR puisse croiser les enjeux qu'on a des objectifs de développement durable, et faire vraiment continuer à pouvoir raconter des histoires magiques, inventer des nouveaux métiers et continuer de créer quoi qu'il arrive, quoi qu'il en coûte. Quelle incroyable aventure. Vraiment, Yacine, bravo pour l'aventure, bravo pour le musée. C'est un parcours absolument incroyable, extrêmement original, toujours teinté de poésie, de facétie bienveillante. C'est absolument remarquable, vraiment. Et puis, le travail que tu as fait de modélisation de ce musée virtuel qui est vraiment très réussi, hein, Olivier, je pense que tu... Absolument, ouais. C'est un endroit extrêmement agréable en termes de muséographie aussi.
On y retrouve la légèreté du personnage. Enfin, on est très à l'aise, sans doute aussi parce que ce personnage est extrêmement bienveillant avec nous à chaque image, et puis que le parcours que tu viens de nous raconter nous parle de choses profondes, mais aussi à chaque fois vu avec un prisme de légèreté, de bienveillance, et puis un sourire qui s'affiche contre tout ce qui peut l'agresser. Mais cet espace, il est aussi extrêmement agréable. Les volumes, la hauteur, pour visiter tous, comme autant que nous sommes, des musées, des espaces particuliers, la réussite est totale, jusque dans les choix des volumes et l'agencement des présentations. C'est vraiment un très chouette moment. Je suis très heureux d'avoir eu en plus Yacine comme guide privilégié. Merci beaucoup, messieurs. C'est un honneur de vous le faire visiter, et je respecte votre avis sur le sujet, et vous n'êtes pas des experts pour rien. Et je dois dire que parce qu'on en a parlé des musées virtuels, et bon là pour le coup j'ai mis les mains dans le cambouis, et je vous cache pas que c'est quelques nuits blanches et pas mal de travail. Et c'est aussi un travail itératif, c'est-à-dire que c'est aussi une forme de création qui est assez nouvelle, et les artistes qui s'y frottent savent de quoi je parle, et pas que les artistes, hein, les créateurs en général. C'est un travail itératif, c'est-à-dire que effectivement on va faire une première version. Je crois que vous avez fait déjà voir une première version. On va comprendre ce qui marche pas. Il y a quelque chose qui est très très proche de l'architecture et de la scénographie réelle, et pour en avoir fait, c'est vrai que la perception qu'on a des volumes, de la lumière aussi, qui est hyper importante, c'est un travail évolutif, et j'invite vraiment les gens, enfin, s'ils ont la possibilité de venir le visiter, de le faire plutôt avec un casque de réalité virtuelle, parce que ça n'a strictement rien à voir. Absolument. Ouais. Et je vais vous faire un petit cadeau. Il y a une pièce secrète en fait dans le Helix Museum. Vous voyez là, il y a une boutique qui n'est pas connectée à la boutique du site, hein. Il faut aller sur le site, mais en fait on est un peu des passe-murailles, et si on traverse le mur, il y a un petit making-of de la pièce secrète. On me voit faire un Helix, et exactement, en fait, ça c'est vraiment l'envers du décor. Ça c'est en Colombie. J'ai pas dit, mais j'ai beaucoup fait voyager Helix. Et en fait, on voit exactement comment je fais, c'est-à-dire de prendre une photo à bout de bras. Et je pense que la première raison pour laquelle j'ai pu faire Helix, elle est physiologique, hein, c'est que j'ai des bras longs. Et puis on a un petit chien là, qui regarde ce qui se passe. Et à côté, on a l'article qu'avait écrit Instagram à l'époque. Donc c'est une pièce secrète. On peut ressortir. Je sais pas si des gens, quelques personnes qui l'ont visité. Je crois que personne l'a vu, donc je vous fais un petit cadeau. Génial. Merci beaucoup, Yacine. Du petit clin d'œil. Et puis on a un bar là-bas quand même, pour aller prendre un verre. Et alors là, nous on est assis, donc on est un peu bas par rapport au verre, mais c'est super important en fait. Juste à bonne hauteur de coude là, vraiment impeccable. Voilà. Est-ce qu'en fait, ouais, je t'entends. Est-ce que tu pourrais préciser un peu pour les gens qui nous regardent comment rejoindre le musée? Parce que j'ai mis là les liens, moi, dans le chat du helix.noxaka, Helix Museum. Ouais. J'ai mis directement le lien vers l'appli spatiale, mais disons que si on se met dans un Oculus, qu'on télécharge l'appli spatiale sur le store, qu'est-ce qu'on fait après pour arriver jusqu'ici? Alors attends, d'abord je vais donner un verre à mes invités. Hop, je vais dupliquer. Comme ça, on va pouvoir faire ça vraiment de manière très conviviale. Hop. Eh ben, comment on fait? Effectivement, alors Spatial, c'est une application qui est gratuite, qui en est maintenant à sa version 3, hein, qu'on peut télécharger dans l'Oculus Quest. Ça va se jouer entre le Quest et son ordinateur ou son téléphone. C'est-à-dire que quand vous êtes dans Spatial sur l'ordinateur ou sur le téléphone, en fait, vous allez pouvoir appairer votre casque avec un numéro qui vous est donné dans le casque, que vous rentrez dans l'interface sur l'ordinateur ou le téléphone, et c'est tout.
Et donc ensuite, dans le casque, dans l'Oculus, vous aurez accès à tous les espaces, des espaces que vous pouvez créer et les espaces auxquels vous avez été invité dont vous avez eu les liens. Donc si vous avez fait cette opération en amont, je vais laisser le lien accessible. De toute façon, toute la soirée, on va refermer le musée parce qu'on va faire des petits des ajustements avant le mois de juin. Mais vous pourrez, à partir du lien, en fait, il apparaîtra dans les espaces disponibles pour vous dans Spatial. Et Spatial, je dois dire, c'est vraiment parce qu'on s'est retrouvé régulièrement dans Engage, on a essayé différentes solutions, et c'est vrai qu'avec depuis cette version 3 et cette possibilité d'importer ces décors, c'est devenu un environnement en soi, et je pense ça aussi ils sont en train de travailler sur des développements type NFT dont on a déjà parlé aussi ensemble. Ouais. C'est-à-dire que la plateforme va proposer des galeries dans lesquelles les artistes vont pouvoir mettre en vente leurs œuvres en NFT directement à partir de Spatial. Et dans une des prochaines versions, normalement la version 4 qui devrait sortir début mai, on aura également la possibilité de naviguer avec son navigateur. Donc sans casque ni téléphone, on aura aussi un avatar dans le navigateur. Donc les Zoom et consorts ont vraiment des soucis à se faire. Je vais faire un clin d'œil, Olivier, à ce que tu as publié sur LinkedIn. Mais tu as travaillé un petit peu avec les équipes de Spatial où ils t'ont un peu dépanné sur certains points par moment. Tu disais qu'ils étaient plutôt sympas. Je suis allé au lancement de la version 3, donc autour du feu de camp, et c'était vraiment un chouette moment avec des gens qui venaient un petit peu du monde entier. Ensuite, j'ai commencé à faire mon musée, et en fait, ils ont fait ce truc. On a fait un rendez-vous, donc des membres de l'équipe de Spatial qui sont venus visiter la première version du musée, et puis ensuite le fondateur de Spatial qui commençait à venir rôder comme ça le soir dans le musée. Et on a commencé à développer une relation qui est une relation que je connais moi avec d'autres compagnies technologiques, parce que c'est vraiment du gagnant-gagnant quand la tech et la création travaillent main dans la main. Donc oui, ils m'ont dépanné sur un sujet, parce qu'on avait des problèmes de performance, et tu sais, d'ailleurs tu étais éjecté régulièrement, et en fait comme c'est du work in progress aussi bien pour moi que pour eux, c'est-à-dire que des soucis de performance, de gestion, de polygones, etc., qui sont pas accessibles aux créateurs, etc., qui font que oui, on échange régulièrement, et on va voir ce qu'on peut imaginer par la suite. Mais c'est vraiment c'est une belle rencontre, c'est un beau et je trouve que c'est des bonnes façons de travailler aussi en bonne intelligence entre les différents corps de métier à travers les projets eux-mêmes. C'est-à-dire quand on a quelque chose à se mettre sous la dent, en fait chacun y met du sien. Ils ont été très étonnés aussi le fondateur de Spatial a fait un tweet qui était vraiment super adorable, où en fait il s'étonnait lui-même que ce soit dans Spatial. Il dit c'est incroyable ce que nos utilisateurs font dans Spatial, j'en reviens pas qu'on soit dans Spatial, parce qu'évidemment Spatial au départ, c'est fait pour le travail collaboratif. Mm-hmm. Et en fait, visiter un musée à plusieurs, parce que du coup, on bénéficie aussi de toute cette techno. C'est-à-dire qu'on pourrait faire une visite à 40 personnes et avoir 40 personnes en même temps dans le musée, et des gens qui rentrent, qui sortent, etc. Et aussi, c'est aussi notre rôle d'artiste de prendre des outils, de les détourner, de faire autre chose. Mais c'est vraiment chouette. C'est une chouette équipe, et puis un soft qui est très prometteur. Voilà, c'est sûr qu'on aura sérieusement bêta-testé leur version 3 à produire un environnement aussi riche, aussi vaste, avec autant d'objets, de vidéos, de photos. Là, tu as dû vraiment mettre à l'appel leur serveur, ce qui est certainement fort utile pour eux pour la suite du déploiement de leur solution. En fait, ce qui s'est passé, c'est que c'est eux qui m'ont contacté en me disant, je crois que vous êtes un de nos 10 utilisateurs les plus à fond sur notre soft. Donc, je voudrais avoir un petit feedback sur comment vous en servez. Et c'est là que je les ai invités dans le musée,
que les gens hallucinaient. Et là, ce soir, j'ai un rendez-vous pour la version 4. Mais ça me rappelle le temps où je travaillais avec Virtools et où effectivement on testait les fonctionnalités avant qu'elles soient mises sur le marché. Et c'est un très bon exercice de ping-pong parce que ça les challenge. Moi, ça me fournit des outils et dans ce qui manque aussi, on peut avoir des échanges qui sont intéressants. Et à la fin aussi, ce qu'on met en œuvre et ce qu'on met en scène, ben c'est pas de la techno, c'est de l'usage. Donc c'est vraiment intéressant pour tout le monde. On va redire deux choses quand même. La première, c'est que même si effectivement on peut visiter ce musée et d'une manière générale utiliser Spatial et d'une manière générale de plus en plus d'applications de réalité virtuelle sur écran flat, des tablettes ou un PC, mettre un casque de réalité virtuelle et se déplacer dans l'environnement, c'est quand même une expérience complètement différente. Ça, en fait, il faut quand même, je crois, le répéter. Il faut le répéter. Ouais. Et redire aussi que ce qu'on disait tout à l'heure avec Olivier, c'est que le travail de muséographie que tu as fait dans cet endroit, de mise en scène d'une exposition, est absolument remarquable. Et effectivement, on a visité plein de musées virtuels, MORE, Museum of Other Reality, qui est aujourd'hui utilisé par CanXR, mais aussi par Vive XR Suite, pour être justement l'infrastructure de musées virtuels. C'est très réussi, mais ici, avec le travail que tu as fait et ce travail de muséographie, on a quand même une sensation de lumière, d'espace, de tranquillité que moi, je n'ai pas trouvé ou très rarement dans des expériences de réalité virtuelle. Je suis absolument d'accord. Ouais. Ton musée devrait être une espèce de visite obligatoire pour tous les conservateurs de musées aujourd'hui qui se posent la question de comment est-ce qu'on ferait un musée virtuel. Ben là, je trouve qu'ils ont une très belle incarnation d'un travail parfaitement réussi qui va évoluer, à n'en point douter, mais qui est vraiment absolument iconique de ce que seront les musées demain. Et comme tu le disais très justement, des musées où on n'utilise pas de pierre, pas d'électricité, pas de métaux qui vont être démontés, qui ne consomment rien et qui sont accessibles 24 heures sur 24, seuls. Ouais, et sans désamiantage, hein, puisqu'il y en a déjà pas à la base. mais effectivement, en fait, merci vraiment beaucoup pour vos retours et ça me touche beaucoup. Et c'est vrai que, alors en plus, je vais en parler au CITEM. Donc le CITEM, c'est fait pour ça. En fait, la question que tu évoques, et c'est ça qui est important, et c'est pour ça que l'interaction des compétences. Ah, c'est marrant qu'elle s'éteigne. En fait, l'interaction des compétences est très importante, c'est-à-dire que moi j'ai aussi, enfin vous avez vu dans les installations, etc. J'ai fait des spectacles, et j'ai un passé de scénographe. Et en fait, c'est très très important de se dire qu'un architecte ou un scénographe ou un designer, il ne perd pas son métier avec l'arrivée de la XR. Il a juste son métier qui se transforme et que le rapport à l'espace, le rapport à l'ambiance, le rapport à la lumière, etc. Ce sont pas des choses qu'on apprend avec la réalité virtuelle, ce sont des choses qu'on apprend dans les écoles d'art, qu'on apprend dans la scénographie, qu'on apprend avec ces métiers qui existent encore et en fait qui s'appliquent. Par exemple, je vais vous raconter une anecdote. Le bassin qu'il y a tout autour du musée, donc on est au-dessus vraiment, il y a un grand bassin qui entoure le musée. En fait, il a deux fonctions. D'abord, c'est très agréable d'avoir de l'eau, surtout dans un monde très très virtuel. Ça nous ramène quelque chose d'un peu chaleureux, d'un peu plus naturel, hein, même si on est d'accord, c'est pas de l'eau, c'est des pixels. Mais il y a une autre contrainte qu'on avait, c'est que, d'ailleurs, on va y aller si vous voulez me suivre. Mais en fait, il n'y avait pas de limite sur les bordures du musée, ce qui veut dire qu'on pouvait traverser et se retrouver dans le vide, dans l'immense image 3D, ce qui était assez angoissant. Et ben en fait, c'est pour ça que j'ai fait ce bassin, parce que spontanément, contrairement à ce qu'on est en train de faire là, avec les pieds dans l'eau, les gens ils vont pas. Les gens vont pas dans l'eau parce que c'est une limite. Et du coup, ils gardent la perspective de la skybox, de la vue qu'on a tout autour, simplement parce que dans un vrai musée, ils iraient pas mettre les pieds dans l'eau. Et du coup, ça crée une limite qui est symbolique. Alors évidemment, si vous y allez, hein.
le défaut dont je parlais tout à l'heure, il existe toujours et ça sera réglé plus tard. Voilà, donc on a Nicolas qui est parti dans le vide de la forêt. Là, ça y est, je suis au bout. Tu vois, mais du coup, si t'as quelqu'un qui a un peu le vertige, voilà, il est parti complètement. Le fait d'avoir cette limite complètement, voilà, c'est juste du design, fait que spontanément on va s'arrêter au niveau de la terrasse. Et c'est la même chose, le fait d'avoir ces arbres. D'ailleurs, il y a encore une image qui est ici, le sigle d'Helix, son motto We Are One. Mais le fait d'avoir ces arbres, ça ramène aussi un petit peu de nature dans ce monde totalement artificiel. Et donc, en fait, ce que tu disais tout à l'heure au sujet des scénographes, mais probablement aussi des gens qui font de la lumière, des gens qui font du son, enfin de tous les artistes qui font qu'un spectacle vivant ou qu'un lieu est mis en valeur, en fait, retrouvent avec les technologies virtuelles les mêmes compétences, doivent les transférer avec des outils dans des environnements qui ne sont plus ceux de la réalité, mais qui en même temps leur donnent une telle créativité que tout devient possible puisqu'ils ne sont plus contraints par le réel. Et c'est en ça que je trouvais que ton travail de muséographie est vraiment exemplaire, c'est qu'il incarne parfaitement le fait que il y a là une vraie démarche de muséographie, de mise en scène de ton remarquable parcours, mais au-delà de ça, de mise en scène d'une exposition, où cette fois-ci, le réel n'est plus une contrainte et où les professionnels peuvent disposer de toute la liberté dont ils ont besoin pour créer ce qu'ils ont probablement au fond d'eux-mêmes ou dans leur esprit depuis si longtemps, et ça sans limite physique. Et sans Absolument. C'est là où on fait le lien avec les objectifs de développement durable, c'est que tout est possible sans consommation particulière. Absolument. C'est vraiment réjouissant. C'est ce que nous disait, on a échangé là-dessus avec Maud Clavry quand on parlait justement du concert de Jean-Michel Jarre. C'est-à-dire que les compétences qui sont nécessaires pour faire un concert virtuel sont à peu près les mêmes que celles dont on a besoin pour faire un concert réel, plus tout ce qu'on peut faire, qu'on ne pourrait pas faire dans la réalité, moins toute la consommation énergétique et l'utilisation de matière. Donc, sans opposer les choses, c'est vrai que là, on est au croisement d'une transformation des métiers, des habitudes, des pratiques, et qui aussi dans le rapport à la valeur. Là, c'est très très important parce que là, on fait une visite. On fait une visite et le musée est ouvert librement et c'est dans notre démarche. Mais on peut très bien imaginer des expériences de ce type pour d'autres usages ou même des expositions qui pourraient être payantes ou des spectacles, etc. Et plus on va passer, plus ça va faire partie de notre quotidien et plus on va s'habituer, on va ouvrir les portes pour ce type de tentative. Et une deuxième chose aussi qui est très très importante et à laquelle je tiens beaucoup moi dans mon travail, c'est la notion de mémoire. C'est-à-dire que l'expérience qu'on a aujourd'hui, dont vous allez garder un certain souvenir, si on rouvre ce musée dans 10 ans, ou s'il a évolué en 10 ans, et que du coup cette expérience devient finalement la mémoire de quelque chose qu'on a fait 10 ans précédemment, en fait on a fait quelque chose qui est vraiment un des grands enjeux de l'humanité, c'est ce rapport de la conservation de la mémoire. Est-ce qu'on le fait, avec quels médias est-ce qu'on conserve cette mémoire? Et c'est l'histoire des médias en général, que ce soit les livres, les films, la photographie. Imaginez de contenir les moments les plus importants de votre vie dans un bâtiment dédié, que chacun ait son petit musée, et de pouvoir s'y promener, et de pouvoir convoquer comme ça ses souvenirs, ses lettres, ses photos. C'est un rapport à notre mémoire qui est vraiment révolutionnaire. Absolument. Est-ce que pour créer ce genre de musée, il faut des compétences en informatique? Alors, tout dépend ce qu'on appelle les compétences en informatique. Il faut des compétences, oui, de l'utilisation de logiciels, notamment de logiciels de 3D. Il faut quand même une certaine forme de conception digitale. Mais on n'a pas besoin de savoir coder,
puisque la partie codage, finalement, c'est spatial. C'est l'interface qui nous permet de le faire. Donc, il faut des compétences de création, des compétences d'utilisation. Enfin, sur un projet comme ça, il y a 3-4 logiciels sur lesquels on peut-être un petit peu plus. Olivier nous a quittés, il va revenir. Mais voilà, c'est pas de l'informatique au sens codage. Voilà. Tout ce qui est déplacement de la caméra, avatar, etc., c'est déjà compris, c'est dans le système de spatial. Et on nous demande si je traduis un peu, je pense. Parce qu'on nous demande si le site ressemble un peu à SketchUp. En gros, est-ce que tu as déjà des banques d'assets, par exemple là tes arbres sur le côté de l'écran, est-ce que eux sont déjà présents? Parce que je suppose que le musée, par exemple, tu l'as complètement designé, mais est-ce que tu avais l'eau qui existait, les arbres, voilà, ce genre de choses? Non, alors effectivement les arbres c'est un bon exemple parce que c'est un modèle effectivement comme tu as dit type SketchUp parce que un arbre est un arbre et voilà je me suis pas amusé à modéliser ça. En revanche tout le musée, en fait toute la scénographie et l'architecture c'est quelque chose que j'ai entièrement modélisé. Donc y compris le bassin autour, etc. Ce qu'on va avoir de base dans Spatial, alors voilà je recule là pour qu'on voit le truc de loin. Je sais pas jusqu'où on va voir, mais là on doit voir pas mal. Et je vais faire tourner, comme ça on va voir vraiment tout le musée autour. On va avoir des salles de réunion, on va avoir un auditorium, on va avoir des choses comme ça. Hop, voilà, je fais un tour complet. Et donc la modélisation, je l'ai fait dans un soft 3D. Donc ça peut être Blender, Cinema 4D, 3ds. Oui, parce qu'après, c'est jamais qu'un fichier avec le bon format. Alors, en revanche, oui et non, parce qu'il faut quand même vachement optimiser, parce qu'on est limité à 30 mégas d'import. Les fichiers qu'on importe sont quand même, on est limité évidemment en mémoire. Hein, après, on a les mêmes contraintes que celles qu'on peut avoir dans le jeu vidéo, quoi. Surtout qu'on est sur un Quest 2, donc on n'a pas une masse de mémoire non plus. Donc il y a un gros travail d'optimisation, aussi bien au niveau des modèles qu'au niveau ensuite des importations de fichiers. C'est-à-dire que toutes les images, si on veut être à l'aise, il faut quand même pouvoir les optimiser et les modèles 3D. Quand même se souvenir un peu de la réalité, c'est-à-dire que en 2018, c'est-à-dire il y a 2 ans, 3 ans, là, le Quest n'existait pas, il est arrivé en 2019, le Quest 2 en 2020, enfin tout ça est extrêmement récent. Spatial, c'est une qui est en développement depuis 2 ans. Voilà, on est contraint par des réseaux qui sont saturés parce que tout le monde est en télétravail et en Zoom, ainsi de suite. Donc, ce résultat quand même absolument exceptionnel que tu nous présentes, merci ce soir, est complètement un work in progress de cette révolution du spatial computing qui se met en place depuis 2 ou 3 ans, voilà, à peine. Absolument. Non, vraiment. Et puis nous, de toute façon, maintenant aussi chez Elix, on fait nos rendez-vous dans des espaces qu'on design et nos prochains bâtiments seront les bâtiments à la fois de la fondation, de la société. Et toutes les expositions qu'on fait pour notre travail de la fondation, les programmes Tend2Go seront aussi des expositions virtuelles et qui permettront en fait au public de se connecter de n'importe où dans le monde. Donc oui, il y a et puis en plus, en fait, on a ouvert le musée à l'occasion de la Journée mondiale de la créativité et de l'innovation. Les Nations Unies ont écrit un superbe article sur le musée et en fait, du coup, des gens l'ont visité, ils commencent à regarder, se dire, pour nous aussi, ça pourrait être intéressant, etc. Oui, on est vraiment. Enfin, j'ai lu un article ce matin qui disait ça et on le pense tous les trois. Hein, c'est comme l'internet en 2000, quoi. On est au croisement de quelque chose qui est complètement hyper excitant. Où tout ce qu'on fait est nouveau parce que simplement c'est une question de timing, quoi. Le musée, il y a la version 3 est sortie, le lendemain j'étais déjà en train de bosser dessus et puis quelques semaines après c'était prêt, je parlais avec les gens de Spatial et tout. Il y a un truc de timing, quoi. C'est là qu'on a envie d'être maintenant, que les choses se font, ce côté un peu pionnier de pousser les limites de la frontière le côté un peu Far West digital. Oui, tout à fait. Ouais. C'est vraiment le moment de Christophe Colomb qui monte sur ses bateaux et qui part à la découverte
d'un nouveau Et c'est un truc qu'on a connu déjà, nous qui avons un certain âge, ou un âge certain, qu'on a déjà connu avec le début du digital, avec le début de l'Internet. Donc c'est la 3e fois que moi j'ai cette sensation dans ma vie. Ouais. La première avec les premiers ordinateurs, la 2e quand il y a eu Internet et les premiers réseaux, et maintenant avec la réalité virtuelle. Et c'est la même excitation, le même type de rencontre, Absolument. le même potentiel de tous les côtés, et en même temps les mêmes gens qui n'y sont pas encore, qui comprennent pas, et qu'il faut convaincre. Souvenez-vous, Internet au début, des gens qui disaient non mais jamais de la vie, etc. Et on les a devant nous. Et c'est assez passionnant quand même. Je le confirme puisque en juin 99, enfin voilà cette période-là, 99, je venais d'enseigner pendant 6 ans en lycée professionnel et j'avais fait partie des tout premiers enseignants à connecter une salle informatique à Internet. Il y avait déjà des ordinateurs, mais bon, c'était le début. Et je devais être le 2e enseignant ou le 3e de l'Académie de Rennes à l'époque à connecter une salle informatique à Internet. Et donc j'ai passé des années à découvrir ce nouvel outil, ce nouveau média, et à construire les cours qui me permettaient d'apprendre à mes élèves à utiliser cet univers qui était en train de s'ouvrir. À l'époque où on n'avait pas de moteur de recherche, mais des annuaires. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Ouais, absolument. Oui, tout à fait. Et donc, c'est les anciens combattants là. Pour évoluer. Et je présente le travail de mes 6 années là, de découverte d'Internet et de découverte des usages pédagogiques qu'on pouvait en faire. Et je me souviens, comme si j'y étais encore, la dame qui était là et qui tenait entre ses mains mon avenir d'enseignant m'a répondu après la présentation de mon projet, c'est bien gentil monsieur, votre Internet, donc on est en 99, on est à la veille de l'an 2000. Mais si vous arrivez dans un lycée où il n'y a pas d'ordinateur, vous allez faire quoi avec votre... Et elle m'a mis une note éliminatoire, ce qui fait que je n'ai pas eu ce concours et pour le coup, j'ai quitté l'enseignement, en tous les cas, la partie active de l'enseignement. Et on retrouve ça effectivement aujourd'hui où on a des gens qui nous prennent pour des fous et depuis longtemps, hein, on travaille tous sur ces sujets et c'est vrai que la partie conviction est encore énorme, mais je trouve que la soirée qu'on passe et la magie de ce lieu que tu as créé et qui est accessible, qui sera prochainement accessible à tout le monde, est de nature à complètement lever. Tu vois, c'est vraiment ça. C'est vraiment l'idée. Et de nous dire non, ces mecs sont pas complètement fous. Ah oui, quand même. Ah, je me rends compte. Effectivement, je crois que c'est difficilement, pour ceux qui sont en train de nous regarder ou qui nous regarderont en replay et qui n'ont pas de casque, ils ne pourront pas se rendre compte de ce que donne l'immersion. Comme vous deux, Yacine et Nicolas, je porte souvent un casque de réalité virtuelle sur la tête. Mais peu importe, ce soir, j'étais pas en réalité virtuelle, j'ai visité un musée, tout en sachant évidemment les tenants, les aboutissants, qu'il avait été créé par Yacine. Mais j'ai écouté l'histoire de Yacine en visitant un musée. Ça aurait pu être un lieu à Paris ouvert, ce qui n'est pas le cas actuellement. Mais pour mon cerveau, et tu parlais très justement, Yacine, de moments dont on se souviendra, je me souviendrai et je sais très bien que mon cerveau, à un moment, fera peu de différence avec une visite que j'ai faite au musée de Guggenheim il y a 10 ans et cette visite que j'ai faite ce soir. Parce que les émotions ressenties, la beauté de l'espace m'ont procuré des émotions. Et ça, c'est encore quelque chose sur lequel je veux insister. La réalité virtuelle nous permet de ressentir des émotions équivalentes à celles de la vie réelle. Et cette affiche que j'ai sous les yeux, elle est magnifique, sa définition est parfaite, elle est extrêmement lumineuse, elle est graphiquement extrêmement forte. Après, elle a ses qualités intrinsèques, mais je pourrais rester, comme je le fais parfois dans des musées, un bon moment devant pas mal de ces œuvres, très heureux et très calmement. Et en plus, d'habitude, on me foutrait dehors à une certaine heure. Et là, je pourrais en plus y revenir. Alors, c'est pas le cas en ce moment parce que ce musée va évoluer. Mais ce musée, je pourrais sans doute, dans le futur, y venir à 3 heures du matin ou le mardi aussi. Ouais, absolument. Absolument. Non, je vais vous laisser l'adresse, mais c'est très vrai. Et c'est un endroit où on a envie de revenir pour rester là, quoi, pour se promener un peu, quoi. C'est génial. Tu peux même donner des rendez-vous, tu sais, Olivier. Tu peux donner des rendez-vous, en fait, dans le musée parce que, en fait, c'est pour ça que c'est marrant que ça parte d'un soft de travail collaboratif.
Parce que en fait, si on pense au team building, on a besoin, et Elix en plus, il est né pour ça. Elix, c'est le tiers de confiance. C'est-à-dire que si on fait une visite ensemble, à 10, on fait une visite, on partage une même expérience. Et ben quand on sort de la visite, on va pouvoir en parler ensemble. On a un sujet commun, on a un objet commun avant de se mettre au travail ou après. Et donc en fait, ce truc-là, c'est déjà ce qu'on fait dans la réalité. Quand on va au musée, bon, on a des expériences solitaires, mais en général, on aime partager ça avec des gens. Donc on va avec ses enfants, ses amis ou en classe. Ça se fait souvent. Là, imagine une classe distanciée qui pourrait venir effectivement se former dans le musée, avoir une vraie expérience muséale, se retrouver physiquement et en parler comme s'il l'avait visité pour de vrai. Avec en plus le son qui est... Décidément, il y a un truc, il va falloir que je retrouve le paramètre. Et en plus, il y a une fonction qui est assez intéressante, c'est que le son est spatialisé, ce qui veut dire que si Olivier et moi, on va se mettre au bar là-bas et qu'on se raconte un truc, si Nicolas est à l'entrée du musée, il ne nous entendra pas. Donc c'est vraiment la spatialisation absolue. C'est-à-dire si 40 personnes se baladent là-dedans, on n'entendra que les gens qui sont autour de nous. Et l'idée, c'est nous, quand on ouvrira le musée, c'est que ce soit un musée permanent, comme tu l'as dit, dans lequel tu peux te visiter à n'importe quelle heure du jour de la nuit, où tu peux inviter des gens, où tu peux même, tu vois, sur un projet, un client, etc., se mettre sur un coin, montrer un truc, etc. Enfin, c'est le début. On est vraiment dans quelque chose d'intéressant. Et j'ai soufflé aux équipes de Spatial leur dire que ça serait intéressant qu'on puisse avoir le décor qui change automatiquement en fonction de l'heure. Pour avoir aussi une vision de nuit du musée, qui serait aussi super intéressant. Après, tu vois, quand même, tout à l'heure, tu mentionnais la possibilité de se faire des musées personnels, la permanence des choses virtuelles et leur conservation à jamais. Il y a quand même un vrai enjeu sur le choix des outils. C'est-à-dire que là aujourd'hui, c'est créé sur Spatial parce que c'est la plateforme que tu as choisie qui s'y prête effectivement parfaitement bien pour plein de raisons que tu as expliquées tout à l'heure et puis d'autres qui en a. Ceci étant, ce musée virtuel, il est très lié à Spatial. Si demain, Spatial, pour une raison ou pour une autre, disparaît, parce que par exemple, c'est une entreprise qui aiguise des appétits et qu'elle est rachetée par une autre entreprise, un peu comme Virtools, tu vois, comme ça s'est passé. La permanence de ce musée est remise en question. Oui et non. Oui, je vois ce que tu veux dire. Oui. Et donc ça fait partie des démarches que nous, on essaye de pousser. Pour l'instant, on est mal entendu, mais de dire que dans cette souveraineté numérique nécessaire au fur et à mesure où ces univers se développent, dans cette perspective de patrimoine commun, eh bien, la puissance publique a un rôle à jouer pour fournir des infrastructures peu ou prou aussi qualitatives que celles dont on dispose aujourd'hui, et dont effectivement on aura les clés pour s'assurer de la permanence de ces environnements et de ne pas être dépendant d'entreprises qui ont leur propre vie, leur propre feuille de route, leur propre opportunité. Et si demain, je ne sais pas, tu vois, comme ça a été fait pour OpenOffice par exemple, qui a été racheté par Oracle, du jour au lendemain, il y a les 2/3 de la communauté OpenOffice qui sont partis pour faire LibreOffice. Et aujourd'hui, on n'entend plus parler d'OpenOffice. Donc, ces choses-là arrivent. Et il est vrai que tous les start-upers ont quand même souvent comme objectif de devenir l'entreprise super bankable qui est rachetée par un grand groupe, pas souvent européen, souvent des fonds d'investissement divers et variés, et qui partent ensuite avec le patrimoine qui a été ailleurs. Donc là, il y a un vrai enjeu de sensibilisation des acteurs publics. Et je pense que ton travail, là, ce magnifique endroit qu'on visite aujourd'hui, peut être un très bon outil de sensibilisation. Alors d'ailleurs, vous voyez ce qui est fait. Voilà, aujourd'hui, il y a une forme de fragilité dans la possibilité de construire des éléments patrimoniaux d'intérêt public du fait des infrastructures. Et il faudrait financer des infrastructures collectives. Je suis absolument d'accord. Et absolument. Et en revanche, effectivement, ce que tu dis, et c'est ce moment où j'ai dissocié le contenu de la technique, c'est que si demain, pour une raison X ou Y, ça fonctionne plus sur Spatial, eh ben j'ai les modèles, les images, le patrimoine, l'histoire, et je le rebâtirai ailleurs. Je pourrais en faire aussi une application autoportante dans Unreal. Là en fait, c'est
un outil qui m'a permis de prototyper très rapidement, mais effectivement les notions dont tu parles sont totalement d'actualité. Si un espace patrimonial, le musée, Helix et tout le contenu qui est à l'intérieur est prêt aussi à adopter différentes plateformes, et c'est aussi le sens du travail, de la relation avec les Nations Unies, et de quelque chose qui puisse être utile à tout le monde et dans l'intérêt collectif. Mais là, il y a quand même un gros avantage que ce soit totalement gratuit et que on a vraiment là quelqu'un qui aurait un Oculus Quest 2 et qui voudrait faire autre chose qu'un jeu. Là, franchement, il a un contenu gratuit, facile d'accès, qui lui raconte quand même une histoire avec une certaine profondeur. Alors, si vous voulez, je sais pas combien de temps il nous reste, mais on va traverser le mur. Hop, on va repasser à l'intérieur du musée. Là, je porte la caméra, en fait. La caméra dans Spatial est un objet, donc je peux la déplacer et je vais passer à travers cette ouverture. Hop. Et on peut retourner peut-être à l'entrée, comme ça on aura le chat. Alors, est-ce qu'on voit le chat? Voilà la statue d'X aussi ici, à l'entrée, dans laquelle on peut rentrer aussi, dans le socle. J'avais mis un petit clin d'œil, j'avais mis un scan 3D de moi dans le socle, mais finalement... Easter egg les Easter eggs, ouais. Je l'ai enlevé pour des questions de performance. Et c'est parce que j'ai fait un régime entre-temps, donc il était un peu fat mon scan 3D. Voilà. Nous voilà. Ah ben on a quand même quelques personnes avec nous qui sont là, mais sur la version web. Il est 19h23, donc on a déjà bien dépassé du temps, non, Louis? C'est bon, on est bien, tranquille. À la maison. D'accord, ok. Ouais, merci à toi. Je t'avoue qu'Yacine, moi je suis donc dans ton musée, les fenêtres de mon bureau sont ouvertes, donc j'ai un petit vent frais qui correspond à peu près à la température qu'il doit faire dans ton musée. La lumière est à peu près la même, donc je commence à plus savoir où je suis. C'est absolument génial. Ça, c'est très chouette. C'est dommage parce que j'adore ça. J'ai fait c'est de faire de la VR dehors. Je sais que c'est totalement pas recommandé pour les caméras, pour les capteurs. Mais de faire de la VR sous un arbre à l'ombre avec du vent sur le visage, c'est un truc de dingue. Bon, après, on va me prendre pour des fous, mais franchement, je trouve ça vraiment chouette. C'est vrai. Bon, en même temps, regarder un film au pieu avec son casque de réalité virtuelle et un bon casque et d'avoir un écran géant plus grand que tu n'auras jamais dans la vie, c'est bien aussi. Hein, mais ça, en fait, la réalité virtuelle, c'est bien partout, quoi. Ouais. J'ai essayé dans la voiture aussi. Là, on a fait le trajet pour aller en Bretagne. Ça marche très très bien en voiture. Hein. C'est vrai, parce que dans le train, ça marche pas du tout à cause en fait, la vitesse est trop rapide et donc du coup, le capteur a du mal à se positionner. Pas regarder vers les fenêtres parce qu'il décroche à chaque fois, mais si tu regardes à l'intérieur, ça fonctionne assez bien. Ah, c'est pas mal. En voiture, tu peux pas faire une partie de par exemple, parce que le plafond est un peu... Alors, en 2016, j'ai sorti un livre chez Nathan avec Helix qui s'appelle Bienvenue dans ton monde, qui est un livre de prospective pour les enfants, pour leur raconter le monde qui les attend. Et donc, évidemment, il y a une double page sur la réalité virtuelle. Et Helix en fait dans sa voiture, en fait. Et l'idée, c'est que justement, dans sa voiture autonome, évidemment. Et le principe, c'est que les mouvements qu'il a dans la voiture sont reproduits dans son expérience de VR. En fait, il est dans un sous-marin. Ça, c'est en développement. Il y avait d'ailleurs cette semaine il y a eu une grosse levée de fonds cette semaine, ouais, d'une société qui développe ce type de dispositif. Ça en particulier,
partenariat avec Audi pour J'ai vu arriver ça. à synchroniser les mouvements de la voiture avec des décors qui sont ceux de la réalité virtuelle. Et ben voilà, c'était dans Bienvenue dans ton monde en 2016. Et 3 ans, 4 ans, 5 ans d'avance sur tout le monde avec ce qui est en train de se faire. Et ils viennent de lever, je crois, 18 millions pour améliorer le dispositif et être en capacité de le généraliser dans toutes les automobiles, en particulier. Ça avait commencé, en fait, moi, ce qui m'avait donné l'idée, c'était les premiers parcs d'attractions, les grands 8, etc., avec des casques de VR où, effectivement, tu as l'expérience physique d'être brinque-ballé de tous les côtés et dans l'image, tu es dans l'espace ou ailleurs. Et ça, c'est génial, quoi. Formidable. Eh écoute, merci voilà. de cette formidable visite et de cet incroyable travail qui est vraiment un grand merci, enchanteur. Yacine, et bravo encore pour ce boulot extraordinaire. Je pouvais pas ne pas vous accueillir dans ce musée qui est encore une fois, comme je vous ai dit, où le fond et la forme se rencontrent. Et puis, rendez-vous pour la suite, puisque c'est une V1 avec une réouverture au mois de juin. On verra si ça sera ce modèle ou encore un petit peu différent. À mon avis, me connaissant, ça va encore bouger un petit peu. Mais celui-ci sera un des jalons. Et puis, je vous laisserai l'adresse si vous voulez venir faire un tour et voir les choses un peu plus en détail. Avec grand plaisir. Merci Yacine. Parce qu'on aura 2-3 idées pour l'utiliser de manière opportune. On pourra faire des événements. On peut privatiser le musée comme dans la vraie vie. Bon, bonsoir à tous. Merci de nous avoir accompagnés pour cette visite. Et à bientôt pour un prochain Expert Au revoir. Talk. Merci Louis. Merci infiniment pour cette belle soirée. Merci Louis. Salut. Et merci le chat, bien évidemment, d'être là. De plus en plus de monde, c'est très agréable. Kenshi, on en reparle demain de ces histoires de VR en voiture, parce que justement, on va pousser un poil plus loin la news là, qui a commencé à être teasée par les gars. Pour la suite des choses, alors oui, d'abord YouTube. Pour les gens qui nous regardent en replay, d'abord merci. N'hésitez pas à partager et à liker les vidéos. C'est comme ça qu'on fait grandir la chaîne. Si les contenus vous plaisent, rejoignez-nous en live sur Twitch tous les mercredis à 18h sur le Twitch ETR_FR. Le lien est dans la description. Si vous étiez en replay, pas de bol pour aller visiter le musée, mais on vous tiendra au courant de sa réouverture. Pour la suite des programmes, messieurs, on va